l'association de l'Arche et Epsilon vous conduit ce soir pour cette soirée de poésie pour fêter les poétesses Audre Lorde et Meyaïm. Cette soirée va se dérouler en deux parties. Une première avec des lectures par Marisona Condé et Nanténé Traoré. Et elle sera suivie d'une discussion animée par Christelle Murula avec Lucie Lamy et Jean-Philippe Rossignol qui ont traduit les livres de Meyaïm. Passez une belle soirée. Merci. Meyaïm. Lorsque je suis née, je n'étais pas noire et je n'étais pas blanche. Avant tous les autres noms qui me furent donnés, je reçus celui de petit Micheline. C'est dur d'entourer une enfant d'amour quand les grands-parents de la mère disent qu'elle est malvenue. C'est dur quand l'enfant ne correspond pas au projet de la mère et qu'il n'y a pas d'argent. Tout devient encore plus dur quand la mère blanche ne souhaite pas que son enfant soit enlevé pour aller vivre dans un monde noir. Les lois non plus n'autorisent pas le père africain à emmener sa petite fille allemande auprès d'une mère africaine. Ce n'est pas facile de confier une enfant à un orphelinat. Elle y reste 1 an et 6 mois. À la radio, un couple marié entendit par hasard parler d'enfants comme moi, qui ne trouvent pas de parents parce qu'ils et elles sont les enfants des soldats, sont handicapés, ou pas assez blondes, ou bien nés en prison. Je devins l'enfant désiré d'une famille allemande blanche et j'oubliais les mois de foyer. L'enfance, c'est réfléchir beaucoup et dire des mots qui ne sont pas compris. L'enfance, c'est mouiller ses draps la nuit et recevoir de ses parents des coups pour tout commentaire. L'enfance, c'est mouiller à l'infini ses draps la nuit sans que personne ne comprenne que ce n'est pas pour tourmenter les parents. L'enfance, c'est vivre avec la peur des coups et ne plus en pouvoir. L'enfance, c'est attraper une bronchite tous les ans et aller faire des cures à l'infini. Des années plus tard, alors que je m'étonne que ma bronchite chronique ait disparu soudainement depuis mes 15 ans, un médecin me dit « Vous ne saviez pas que c'est psychosomatique, comme l'incontinence nocturne ?» Une peur qui compresse les voies respiratoires. De la peur, il y en avait suffisamment. Vraisemblablement, la peur d'être écrasé, ou la peur d'exploser, la peur de se dissoudre sous les coups et les injures et de ne plus se reconnaître, avaler, sans moufter, jusqu'à ce que ça s'en soit trop et que ça déborde au lit ou par de violentes quintes de toux qui provoquent l'insomnie et la rage chez toute personne douée de facultés auditives. Il en va ainsi de l'oppression. Dès que tu commences à avaler, tu peux t'attendre à ce que la coupe finisse par être pleine. Le sol craque, ou bien ça s'échappe par en haut. Et c'est une forme de défense qui est, hélas, comprise complètement de travers, voire pas du tout. J'entends ma mère gémir, « Cette toux à n'en plus finir, c'est à vous rendre folle. » L'enfance, c'est aussi le rire. Jouer dans le bac à sable, rouler en patin, en trottinette et apprendre à faire du vélo. Déchirer des collants par milliers et prendre la colère maternelle comme le prix à payer pour la merveilleuse journée. Et l'amour. L'amour, c'est quand maman cuisine quelque chose de délicieux et quand on emmène l'enfant en ville. Quand l'enfant reçoit un sucre d'orge à la kermesse, a le droit de venir au cinéma. Et quand Noël enchante le monde comme dans un conte.
L'amour, c'est se lever le matin sans faire de bruit et mettre la table pour papa et maman et imaginer de gentils cadeaux. L'amour, c'est quand nous partons de bonne humeur en vacances. La nostalgie, c'est le besoin de ressentir ce que cela fait quand quelqu'un dit « Alors ma petite, tu te sens bien? Nous t'aimons fort. Que tu sois noire ou blanche, grosse ou mince, bête ou maligne, je t'aime. Viens dans mes bras. » La nostalgie, c'est savoir ce que tu aimerais entendre et attendre en vain qu'on te le dise. Et ce qui est triste, c'est quand l'enfant se trouve trop noir et trop laide, l'effarement, quand la maman ne veut pas la laver jusqu'au blanc, pourquoi pas? Tout serait pourtant beaucoup plus simple. Et les autres enfants ne crieraient plus « nègre » ou « tête de nègre ». L'enfant n'aurait plus besoin d'avoir honte, ni de se tenir particulièrement sage ou calme. Tiens-toi toujours bien. Ce que l'on pense de toi, on le pense de toutes les autres personnes qui ont ta couleur de peau. La vie est trop compliquée pour moi. Aujourd'hui, je le sais. Mes parents m'aimaient. Ils m'ont accueilli dans leur famille pour opposer quelque chose aux préjugés de cette société, pour me donner une chance de connaître la vie de famille que je n'aurais jamais eue en foyer. Par amour, sens de la responsabilité et ignorance, mes parents m'ont élevée d'autant plus sévèrement, m'ont frappée, ont fait de moi une prisonnière, parce qu'ils connaissaient les préjugés qui règnent dans la société allemande blanche. Sans le vouloir, ils les ont intégrés à leur éducation. J'ai grandi dans le sentiment qui était le leur, devoir prouver qu'un micheling, un nègre, une enfant placée, est un être humain à part entière. Cela m'a laissé peu de temps et d'espace pour découvrir mon moi. Il m'a fallu des années pour prendre conscience que j'ai une valeur en moi-même. À partir du moment où j'ai pu me dire oui, sans désirer secrètement me transformer, il est devenu possible de distinguer les failles en moi et autour de moi, de les travailler et d'en apprendre quelque chose. Les expériences que j'ai vécues ne m'ont pas brisé. J'en ai retiré une force et un savoir singulier. Comme je ne pouvais pas me dérober, j'ai été forcée à la confrontation, ce que je ne ressens pas comme un poids, mais comme une incitation toute particulière à la sincérité. Devoir continuellement exposer et expliquer ma situation m'a aidé à être plus au clair avec moi-même, jusqu'à ce que je comprenne que je ne devais aucune explication à qui que ce soit. J'ai été livrée au pouvoir et à l'impuissance de personnes auxquelles, par moments, je me soumettais ou étais forcée de me soumettre. Je ne nourris aucune rancœur à leur endroit. J'ai souvent laissé les autres faire de moi quelque chose. Il me revient maintenant de faire quelque chose à partir de ce que les autres ont fait de moi. Je me suis mise en chemin. Audre Lorde, une femme parle. Sensible à la lune, émue par le soleil, mon charme est implicite. Mais quand la mer se retirera, elle abandonnera mon corps. Je ne cherche pas l'approbation, insensible au sang, implacable comme le fléau de l'amour, aussi têtu que mes erreurs ou ma fierté. Je ne confonds pas l'amour et la pitié, ni la haine et le mépris. Et si vous voulez me connaître, foyez les entrailles d'Uranus, où les océans inlassables se fracassent. Je n'habite ni ma naissance, ni mes divinités. Moi qui suis sans âge et même pas adulte, cherchant encore. Mes sœurs
sorcières du Dahomey, me portent dans leur toile nouée, comme autrefois notre mère endeuillée. J'ai été femme durant longtemps. Méfiez-vous de mon sourire. Je suis trompeuse grâce à la vieille magie et la nouvelle démence de midi. Pour toutes vos promesses de grand lendemain, je suis femme et non blanche. Les femmes dansent avec des épées à la main pour marquer le temps où elles étaient des guerrières. Je ne suis pas tombée du ciel. Je ne descends pas non plus d'une plaie de sauterelles, boire de la terre ma couleur et ma force. Et je ne viens pas comme la pluie en offrande ou symbole du futur de la terre. J'arrive comme une femme, noire et ouverte. Quelquefois je tombe comme la nuit, douce et terrible, seulement quand je dois mourir afin de me relever. Je n'arrive pas comme un guerrier secret, une épée dans la bouche cachée derrière ma langue, réduisant ma gorge en lambeaux, soumise aux ordres avec le sourire, tandis que le sang s'écoule et sort par les orifices des 2 moules sacrés sur ma poitrine. J'arrive comme une femme que je suis, répandant par les nuits rires et promesses, et chaleur sombre, réchauffant tout ce que je touche de vivant, ne consumant que ce qui est déjà mort. Calme de l'orage. Parfois, les beaux instants passés éclairent le présent et les blessures apaisées insufflent des douleurs jusque dans la douceur des rêves. J'aime surtout nous revoir dans le bac à sable, à touiller la terre et l'eau pour faire de la gadoue. Les maisons que nous construisions étaient belles et fragiles. Comme des éclairs, les coups sur la tête et le corps, pendant que nous nous moquions d'eux et pleurions. Notre proximité grandissait. J'aimais tellement rire avec toi. Parfois, les beaux instants passés éclairent le présent, alors je remue la gadoue et je peins les contours de nos visages. À la recherche du Père, lorsque j'avais besoin de toi, je me fiais à ta photo au mur, la plus belle que j'avais et la seule. Tu étais, comme je te voulais, sérieux, intelligent et doux, infiniment doux. Face à face, ton regard s'est posé sur moi, sérieux, intelligent et froid, amèrement froid. Sans dire un mot, j'ai ôté du mur l'image qui me faisait rêver du Père de rêve, un adieu doux amer. Je m'en vais sidéré. Presque, absolument pas. Depuis toujours, je ne te connaissais absolument pas. Et après que nous nous sommes vus 5 minutes, il y a des années, presque pas. 5 minutes, cheveux bruns, yeux marrons, bouche inquiète. 5 minutes et à l'époque 9 mois, maternité contrainte. Depuis toujours, nous ne nous connaissions absolument pas. Et désormais, presque pas. Effleurement. J'ai toujours senti que tu existais, même quand je versais mes larmes, perché dans la solitude. Et dans ces moments, justement, je le sentais. Je le sais.
un air de famille. Ma sœur a mes cheveux, ma bouche, mes yeux, et je l'imagine méfiante. Quand elle était jeune, ouverte à toute fièvre, voilée d'or comme si la fortune habillait son visage, elle suivait de pluie en pluie un rêve de lumière. Mais le soleil apparut, brûlant nos yeux comme le cristal, blanchissant le ciel de la promesse, et ma sœur était là, noire, abandonnée, sans espérance, frissonnante sous la première douche froide de l'amour. J'ai vu son or devenir arcade où les cauchemars chassaient sous les porches de nuit sans sommeil. À présent, dans les échos du déni, elle arpente le sol blanchi de la raison. Secrète à présent, ma sœur ne rêve jamais, ni ne pleure l'or qui s'en est allé de son lit. Ma sœur a ma langue et toute ma chair privée de réponse, et je l'imagine méfiante comme une pierre. La poésie n'est pas un luxe. Ce que nous faisons de nos vies, les changements que nous souhaitons leur apporter, dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous les éclairons. C'est au cœur de cette lumière que nos idées prennent forme, ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons. Voilà, la poésie est comme une révélation, car c'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui, avant d'être poèmes, sont sans nom et sans forme, prêtes à éclore et déjà palpables. Cette sublimation de l'expérience surgit de la véritable poésie, donne naissance à la pensée, tout comme le rêve donne naissance au concept, la sensation à l'idée, tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension. En apprenant à accepter l'intimité d'un examen attentif et à s'y épanouir, en apprenant à utiliser les fruits de cet examen pour que nos existences gagnent en force, nous faisons que ces peurs qui gouvernent nos vies et nous imposent silence commencent à perdre leur emprise sur nous. En chaque femme, il est un lieu sombre d'où s'élève, caché et grandissant, notre véritable esprit, magnifique et dur comme un marron, rempart contre le cauchemar de votre faiblesse et de notre impuissance. Ces espaces du possible, enfouis en nous, sont obscurs parce que anciens et cachés. Ils ont survécu et se sont renforcés grâce à cette obscurité. Au cœur de ces profondeurs, chacune d'entre nous tient entre ses mains une réserve époustouflante de créativité et de puissance, d'émotions et de sensations vierges et inexplorées. Le lieu de la puissance féminine, en chacune de nous, n'est ni blanc ni superficiel. Il est sombre, il est ancien et il est profond. Lorsque nous considérons avec des yeux européens le fait de vivre exclusivement comme un problème à résoudre, nous ne comptons que sur nos idées pour nous libérer, car les pères blancs nous ont enseigné que c'était ce qui était le plus précieux. Mais au fur et à mesure que nous entrons en contact avec notre propre conscience ensevelie, conscience non européenne, qui envisage l'existence comme une expérience à vivre, nous apprenons à chérir de plus en plus nos émotions, à respecter ces sources cachées de pouvoir, d'où jaillit la connaissance véritable, celle qui donne naissance à des actions durables. À ce stade de mon existence, je crois que les femmes portent en elles la possibilité de faire fusionner ces deux approches, si nécessaires à notre survie. Et nous touchons au plus près de cette synthèse dans notre poésie. Je parle ici de la poésie
en tant que sublimation révélatrice de l'expérience, et non de ce jeu de mots stérile au nom duquel, trop souvent, les pères blancs ont galvaudé le mot poésie pour dissimuler leur aspiration manifeste vers une imagination sans profondeur. Pour les femmes, cependant, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes. À mesure que nous apprenons à les connaître et à les accepter, nos émotions ainsi explorées deviennent des terres sacrées et fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses. Elles abritent dès lors cette différence si nécessaire au changement et à l'élaboration de toute action sensée. Je pourrais énumérer sur le champ au moins 10 idées qui, si elles n'étaient pas nées de rêves ou de poèmes, m'auraient semblé intolérables ou incompréhensibles et effrayantes. Il ne s'agit pas là d'un songe creux, mais d'une attention soutenue, prêtée au véritable sens de « cela est bon pour moi ». Nous pouvons nous entraîner à respecter nos émotions et à les mettre en mots afin de les partager. Et là où la parole n'émerge pas encore, c'est notre poésie qui nous aide à la façonner. La poésie n'est pas que rêve et vision, elle est la colonne vertébrale de nos existences. Elle pose les fondations des changements futurs. Elle jette un pont par-dessus notre peur de l'inconnu. Parce que nous vivons au sein de structures façonnées par le profit, le pouvoir vertical, la déshumanisation institutionnalisée, nos émotions n'étaient pas censées survivre. On attendait des émotions mises à l'écart, telles d'incontournables accessoires ou d'agréables passe-temps, qu'elles s'agenouillent devant la pensée, de la même façon que les femmes s'agenouillent devant les hommes. Mais les femmes ont survécu en poètes. Et il n'y a pas de nouvelles souffrances, nous les avons déjà toutes endurées. Nous avons enterré cette vérité à l'endroit même où nous avons enterré notre puissance. Elles refont surface dans nos rêves. Et ce sont nos rêves qui nous indiquent le chemin de la liberté. Ces rêves deviennent possibles grâce à nos poèmes, qui nous donnent la force et le courage de voir, de ressentir, de parler et d'oser. La cage a une porte. Il me manque le mot pour dire ce que je veux. L'intuition pour ressentir ce que j'aimerais. Le sentiment pour éprouver ce que je devrais. Confusion. L'essentiel se trouve derrière le réel, entre les lignes, sous la surface. Le visible passe inaperçu, s'efface, s'étiole dans les détails et les semi-vérités chipotent lâchement, échouent. Peut-être deviendrai-je folle à un moment, ou bien le suis-je déjà? Perdu, je cherche des points de repère avant le tracé des lettres. Les traits sont des bâtons, les points sont des débuts. Chaque dissonance fait éclater une illusion. La cage a une porte. Entre-temps, je préfère
être exclu. Je préfère ne pas être recluse. La liberté de l'art. Liberté de l'art. Propos tenus par deux autrices dans une version un peu modifiée formellement et fidèle au contenu. Madame K. Pour vous, le mot nègre ou mulâtre est peut-être insultant. Je ne suis pas de votre avis, car ce n'était pas mon intention. Pour moi, ces mots ont une sonorité mélodique et classique, une sensualité tangible plutôt qu'une neutralité froide. La critique n'a pas de prise sur ma créativité. Je ne me suis jamais gênée pour quoi que ce soit. L'un de mes textes s'appelle « Venez les étrangers ». Je ne peux donc pas être raciste. Madame S, je suis déçue de constater le peu d'intérêt des maisons d'édition de l'Ouest pour les autrices est-allemandes. Ils ne publient que leurs trucs à eux, ou bien des livres d'étrangers ou de mulâtres. Ce n'est pas uniquement de la négligence, c'est une trahison. Nous ne sommes visiblement pas assez exotiques. Presse papier. Le papier n'est ni bon ni cruel, tout juste blanc dans sa neutralité. Ma réalité maintenant, c'est la barre brune de mon bras, rythme brisé qui traverse ce lieu mort. Tous les poèmes que j'ai écrits sont les chroniques d'un pays maintenant assimilé. Un jugement modeste, graillonnant et crachant, je les ai expulsés, un peu comme des enfants. Maintenant, ma gorge est claire, et peut-être vais-je à nouveau parler. Tous les poèmes que j'ai écrits font un petit recueil façonné comme une autre moi, portant des noms d'hier, la dépouille d'un passé au concept rapiécé, comme la mue d'un serpent, un livre fait de vestiges. Je peux faire d'eux ce que je veux. Je peux les aimer ou les haïr, en faire une source de réconfort ou de chaleur, des mouchoirs ou des ornements, des poupées ou des paniers japonais, des plaids ou bien des sorts. Je peux en faire des lanternes magiques ou bien de la musique, des conseils ou de petits conciles, des serviettes, des passe-temps ou bien des couches-culottes. Je peux en faire du feu ou des brandons, des chansons ou des guirlandes de papier, ou bien les plier en éventail de papier et m'en servir pour refroidir le dîner de mon mari. Liberté artistique, absorber tous les mots, d'où qu'ils viennent, et les laisser retomber partout, peu importe sur qui. Charbon. Je est le noir intégral proféré depuis les entrailles de la terre. Il y a tant de formes que prend l'ouvert. C'est un diamant qui vient d'un nœud de flamme. C'est un son qui vient d'un mot dont la couleur dépend de qui paie quoi pour sa profération. Certains mots sont ouverts comme un diamant sur le verre des fenêtres, chantant haut dans le fracas du soleil. Puis, il y a des mots comme des paris épinglés dans un carnet perforé à chèques, signes et déchirés. Et qu'importe ce qu'en sera le sort, la souche demeure une dent mal arrachée au bord déchiqueté. Certains mots vivent dans ma gorge et nichent comme des vipères. D'autres connaissent le soleil, cherchant comme des gitans sur ma langue à exploser d'entre mes lèvres, comme de jeunes moineaux brisant leurs coquilles.
certains mots me tourmentent. L'amour est un mot, une autre forme que prend l'ouvert. Comme le diamant vient d'un nœud de flamme, je suis noire parce que je viens des entrailles de la terre. Alors prends-moi au mot comme un joyau en pleine lumière. Afrekété, je te vois debout dans le jardin et le mouvement de ta rêverie. J'aimerais savoir vers où tu rêves et si j'ai le droit de te suivre un peu. Les sons que tu prononces, nous ne les comprenons pas. Toi, oui. J'aimerais savoir à qui tu parles, à qui tu ne parles pas, et ce qu'il y a d'autre que toi et avec toi, en toi. Une fois, tu m'as souri, tu te rappelles, et tenu la main, brune comme la tienne, en t'approchant un peu. J'aimerais savoir si tu voulais rester. Harriet. Harriet, il y avait toujours quelqu'un pour nous traiter de folles, de mesquines coincées, ou diaboliques, ou noires. Et nous étions filles crépues, rapides comme des sèches, courant se mettre à l'abri, essayant de dire la douleur dans la bouche l'une de l'autre, jusqu'à ce que nous apprenions à la brûlure du fouet ou de la langue, à la morsure de la trahison de l'autre, que le respect exige de garder la distance, en silence, de détourner les yeux du visage de l'autre dans la rue, de la belle bouche noire et des yeux familiers et prudents qui passent seuls. Je me souviens de toi, Harriet, avant que nous ne soyons séparés. Nous convoitions les combats à l'épée de reines guerrières, tandis que nous évitions de croiser nos regards et que nous apprenions à comprendre seuls, comme la terre apprend à connaître la mort. Harriet, Harriet, quel nom nous donnerons-nous maintenant que notre mère s'en est allée? Sœur, pourquoi me transperces-tu de tes regards? Pourquoi veux-tu tout comprendre? Saisir la souffrance derrière mon rire, sentir la fatigue dans mes yeux, compter les rides sur mon front, observer les cicatrices sous ma peau. Pourquoi veux-tu poser tes mains froides sur mon cœur palpitant? Nous sommes sœurs, toi et moi. Nous sommes sœurs. Sister outsider. Nous sommes nés en temps de vaches maigres. Nous ne touchions jamais à la faim de l'autre, jamais ne partagions nos croûtes de peur que le pain ne devienne hostile. Aujourd'hui, nous apprenons à nos enfants à se respecter eux et entre eux. Maintenant, tu as rendu la solitude chose sainte et utile et non plus nécessaire. Maintenant, ta lumière brille de tous ces feux, mais je veux que tu connaisses aussi ta noirceur, riche, passé la peur. Chant funèbre. Une fille dans la maison de ma sœur s'habille de cauchemar
cachés dans ses yeux, fixes comme ceux d'un oiseau. Quand le sang s'échauffe, la fille se retire dans un cercle incandescent que ni les larmes ni les soins ne peuvent entamer. Mais le cercle ne souffre pas plus qu'il ne rêve. Elle a les doigts qui se déforment en une racine enchevêtrée. Maintenant, la nuit ne peut plus la briser, pas plus que le soleil ne peut la guérir. Et bientôt, de sa chaleur blanche impitoyable, il fondra de ses yeux cauchemars en agate et sa langue bilieuse en silex. Ensuite, elle poignardera, mais ne saignera plus jamais. Génération. Ce que la jeunesse tente, ce qui la brise, varie d'un âge à l'autre. Nous étions brunes et libres. L'amour nous chantait sous la peau, le soleil dans les cheveux, dans les yeux. Le soleil, notre chance, et le vent nous avaient dorés et rendus gais. En une saison de pouvoir limité, nous avons pleuré nos promesses. Et voici les enfants qu'à présent nous jugeons pour des tentations qui portent notre visage. Mais qui revient de nos villes bouclées dans leurs mensonges, les avertir que la route vers nulle part est glissante de notre sang, les avertir qu'on peut rentrer à la maison sans boire toute l'eau du fleuve, puisque nous avons acheté des ponts avec l'or couvert du sang de nos mères. Car à présent, nous sommes plus que des proches qui venons partager pas juste notre sang, mais nos échecs sanglants. Ce qui tente la jeunesse et la trahit, jusqu'au carnage ou au conformisme, est un effet de miroir, simple question de temps. D'une femme qui vit encore à un homme qui est déjà mort. Poème en mémoire de Martin Luther King. L'après. Qu'un jour ce soit autrement, mieux. Tu en as rêvé, frère. Noir comme la nuit, rouge sang, et vert comme les arbres qui ne se dresseront bientôt plus. Les véritables couleurs, seuls peut-être les enfants les peignent dans le ventre de la mère, peut-être. Moi aussi j'ai un rêve, frère, qu'un jour les gens ne viennent plus au monde en criant, mais en riant d'un rire aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je porte mon rêve derrière, mon poing levé contre la mort et pour l'après, car parler ne sert presque plus à rien, frère. Ils appellent ça la liberté d'expression et les manifestations et les marches aussi. Ils en ont besoin pour leur démocratie. Et ils continuent, et ils continuent, et ils continuent. Ils ont mis ton rêve en conserve, et l'ont vendu, frère. Carte postale et poster, 3 lignes dans un livre d'histoire. I have a dream, une histoire achevée. Ils en ont fait du passé, blanc comme le sel des larmes. Et là où je vis, ils diraient qu'ils en sont venus à bout. Frère, je porte mon rêve derrière, mon poing levé, couleur du poivre. Et je commence par du tout petit. Je commence enfin à prendre par la main ma sœur et mon ami avec mes frères et, si nécessaire, je commencerai seul
pour qu'il en soit enfin autrement. Il le faut. Je fais un rêve que les gens ne viennent plus au monde en criant. Et je me vois allonger le regard en paix avec un trou dans la tête. Amen. A luta continua. Sans limite et sans honte. Un poème contre le faux semblant de l'unité allemande. Je serai tout de même africaine, même si vous me préférez allemande, et serai tout de même allemande, même si ma noirceur ne vous convient pas. Je ferai encore un pas de plus jusqu'à la dernière marge, là où sont mes sœurs, où se tiennent mes frères, où notre liberté commence. Je ferai encore un pas de plus et encore un pas de plus. Et je reviendrai quand je veux, si je veux. Je resterai sans limite et sans honte. Litanie pour la survie. Pour celles d'entre nous qui vivent sur la frontière, qui se tiennent constamment au bord des décisions cruciales et uniques, pour celles d'entre nous qui ne peuvent se permettre les rêves fugitifs du choix, qui aiment dans les couloirs, vont et viennent entre deux aubes, regardant dedans, dehors, avant, après, en même temps, à la recherche d'un présent qui puisse nourrir les futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, de sorte que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles d'entre nous qui ont la peur gravée, comme une trace imprécise au milieu du front, apprenant à craindre le lait de notre mère, car avec cette arme, cette illusion de trouver une certaine sécurité, les brutes espéraient nous réduire au silence. Pour nous toutes, qui n'étions pas censées survivre à cet instant et ce triomphe. Et quand le soleil se lève, nous craignons qu'il ne dure pas. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se lève pas au matin. L'estomac plein, nous craignons une indigestion. L'estomac vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Aimer, nous craignons que l'amour s'évanouisse. Seuls, nous craignons que l'amour jamais ne revienne. Et lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne soient pas entendus, pas accueillis. Mais quand nous sommes silencieuses, nous craignons encore. Alors il vaut mieux parler, en se rappelant que nous n'étions pas censés survivre. Soul Sister, adieu à une femme qui est déjà partie pour toujours. Il nous reste des souvenirs et des trous de mémoire, vivants, mouvants. Je pense et dis ce qui pour moi est vrai. Audre Lorde a vécu une vie saine de résistante noire lesbienne dans une société malade, sur une planète agonisante. Elle est morte au bout de 58 ans d'une mort ordinaire. Diagnostic, cancer. Ses actes se poursuivent dans ses œuvres. Nos visions portent l'expérience de ces mots. Souvenir. En 1984, des femmes noires allemandes
portèrent avec Audre Lorde le mot afro-allemand, puisque nous avions de multiples étiquettes qui n'étaient pas les nôtres, puisque nous ne connaissions pas de nom par lequel nous voulions nous nommer. Le racisme reste le visage pâle d'une maladie qui nous dévore en secret et en public. Aujourd'hui, nous pleurons la mort d'une grande poétesse noire, d'une sœur, amie et compagne de lutte. Ses actes se poursuivent dans ses œuvres. Nos visions portent l'expérience de ces mots. Je vous laisse la place. Bonsoir tout le monde. Merci à la Maison de la Poésie d'avoir organisé cet événement et merci à Nantene Traoré et Marie-Sona Condé pour ces lectures qui étaient très intenses et très belles. Moi je suis Christelle Meola, journaliste et autrice et donc je vais animer ce panel d'environ une quinzaine de minutes avec Lucie Lamy et Jean-Philippe Rossignol qui sont traducteurs de Mayayim et avec Claire Stavo, directrice de l'Arche, et Isabella Ceccaglini, je l'ai bien prononcé, directrice de Ypsilon. Et on va garder 5 minutes pour les questions du public si vous en avez. Alors pour commencer, Isabella et Claire, pourquoi avoir voulu réunir ces deux figures décoloniales et extrêmement respectées dans leur pays respectifs, Mayayim étant afro-allemande et Audre Lorde afro-américaine? Bonsoir. Merci pour cette question, me plaît beaucoup. Et en fait, peut-être la fin de la lecture l'a dit, l'a montré, l'a fait entendre et ça nous a bougé peut-être tous. Moi, j'étais émue parce que donc Audre Lorde et Mayayim ont été amis. Ils se sont rencontrés. C'était une rencontre très importante. Ils n'avaient pas du tout le même âge. Et si je ne me trompe pas, Audre Lorde avait 24 ans plus que Mayayim. Mais c'est une rencontre si intense que déjà en lisant les œuvres respectives, on la ressent forte. Et ça nous a paru une évidence de pouvoir les faire rencontrer ici et les présenter aussi à un public que peut-être ne les connaissait pas. Audre Lorde, elle est plus connue a priori que Mayayim, mais tout de même, je pense que ça n'a pas été facile pour Claire. Et puis ce sont des sœurs spirituelles, on l'a entendu, les échos entre les textes. Au-delà de la référence tutélaire à Audre, il y a quand même ce même combat mené à bras-le-corps, à leur corps défendant et avec leur corps. Et on entend la prégnance du corps dans leurs poèmes, qui, je crois, entrelacent vraiment les motifs. Donc elles sont amies, sœurs de lutte, sœurs de vie, de survie. Et c'est pour cela qu'on a eu envie de les donner en écho. Et puis c'est aussi le hasard des calendriers de l'édition. On s'est rendu compte que toutes les deux, on avait programmé ces deux livres au même moment, avec des couleurs similaires aussi. Donc on s'est dit qu'il y avait des résonances souterraines à faire entendre. Lucie, Jean-Philippe, donc vous avez traduit Mayayim. Comment est-ce qu'on traduit de la poésie et de deux, de la poésie d'une autrice décoloniale?
Merci pour cette question. C'est assez intimidant. C'est une très vaste question. Peut-être pour commencer par la question décoloniale, dans les deux volumes, donc Nouveau Départ qui rassemble des essais et quelques poèmes, et dans Blues en noir et blanc, on a essayé d'être au plus proche de cette... Isabella Caccalini parlait du corps, donc c'est des textes qui parlent aussi d'une expérience du corps, donc il y a celle d'avoir la peau noire, mais évidemment qui va avec toute une expérience sociale, mais Mayayim, elle écrit avec son corps, donc on a aussi beaucoup dialogué. Enfin, je crois que la traduction d'une poésie décoloniale, c'est aussi une traduction qui ne se fait pas seule. C'est des questions qui sont beaucoup traitées depuis déjà les années de Mayayim Audre Lorde et beaucoup ces temps-ci. Donc traduire cette poésie, c'est énormément lire. Je sais pas, remettre ça aussi dans un contexte. Et donc dans les deux volumes, par exemple, on a éprouvé le besoin d'expliquer certains choix de traduction, d'historiciser certains termes. On a entendu le mot Mischling qu'on a laissé en allemand dans le texte, qui est un mot qui signifie qui décrit un mélange, mais comme un mélange négatif, un mélange qui serait mauvais. Donc il y a l'idée de race, une race blanche et une race noire, l'une étant dégradée par l'autre. Voilà, ça c'est un exemple. On a essayé de... Voilà, je crois que c'est la question décoloniale, c'est aussi... pour nous, ça a été aussi un travail d'historicisation des termes, et d'être au plus près des mots très violents que Mayayim choisit de laisser dans ses textes et de pas édulcorer, tout en réaffirmant, les mots qu'elle préfère, comme le mot afro-allemande ou allemande noire. Voilà. Et sur la poésie, peut-être je te laisse répondre. Non, on a entendu dans les lectures tout à l'heure ce dialogue entre Madame S et Madame K et sur cette liberté artistique et qu'est-ce que ça signifie, cette liberté d'expression où on pourrait entre guillemets tout dire, et c'est bien au cœur du sujet aussi dans ce qu'on peut lire dans les débats aussi publics aujourd'hui. Et là où Audre Lorde et Mayayim déplacent tout ça, c'est qu'elles partent de leur expérience personnelle évidemment, mais leurs textes sont extrêmement en effet physiques et très corporels, mais aussi très politiques. Et alors est-ce que les deux sont liés? Certainement. Ce qui a été très important dans la traduction, et on va après en parler un peu plus, c'est comment on peut revenir vraiment à la source du texte. On a, avec Lucie, eu accès aux archives à la Freie Universität à Berlin. Donc les textes de départ qui ont formé en fait toutes les prémices des associations que Mayayim a pu créer, que ce soit Initiative Schweizerdeutsche, Literatur Frauen. Et on a pu voir comment, dès les départs, le combat est ancré vraiment dans le collectif et dans l'activisme. Et ce qui est beau aussi, je trouve, dans les 4 livres, c'est qu'il y a à la fin un glossaire, presque un lexique qui fait rentrer aussi les lecteurs francophones dans une culture auquel il n'a pas forcément, et auquel elle n'a pas forcément accès, cette lecteur ou cette lectrice. Et on peut rentrer par plusieurs angles, plusieurs axes, comme on l'a entendu d'ailleurs dans les lectures et dans ce montage très subtil. Ça résonnait, les deux œuvres résonnaient vraiment entre elles, quoi. Et ça, c'était très frappant de l'entendre. On connaît nous les textes, mais d'un seul coup, ça s'entendait, quoi. Et la poésie, ça s'entend, quoi. Je voulais juste rajouter sur les glossaires à la fin que moi, je ne savais pas au départ que Audre Lorde, elle avait aussi dans son volume La licorne noire mis un glossaire, et j'étais très émue de voir que toutes les deux, elles écrivent une poésie qui est pas, qui se suffit à elle-même, qui est pas didactique en fait. C'est une voix qui, Mayayim le dit très bien dans une interview, et quand elle dit sa poésie, elle parle directement au public. Il ne s'agit pas d'avoir une culture ou d'avoir besoin d'explications, mais en même temps, toutes les deux, elles utilisent ce médium de la poésie, qui n'est donc pas un luxe, pour aussi mettre en avant une culture qui
pas très existantes ou presque pas existantes dans les sociétés dans lesquelles elles écrivent. Et on retrouve dans les deux glossaires des références notamment à des divinités africaines. Voilà, il y a des croisements en fait. On retrouve certains mots similaires dans les deux glossaires avec des définitions parfois un peu différentes mais qui se rejoignent. Et on l'entend très bien dans la poésie d'Audre Lorde, complètement nourrie de cette mythologie et de ce passé qu'elle refait sien. Et je précise que la Licorne Noire a été traduite par Gerty Dambury, qui a donc réalisé aussi la traduction du glossaire, qui n'est pas là ce soir, mais qui souhaitait l'être. Donc voilà, c'est un petit moment d'hommage pour son travail. Également pour l'autre collectif, CETEL, donc un collectif de traductrices qui a traduit Charbon. Et justement, pour le glossaire dont vous parlez, effectivement, ça a nécessité beaucoup de recherches pour Gerty. Et elle a sondé ce passé mythologique, historique, ancestral, des figures d'inspiration. Et on sent vraiment toute la spiritualité aussi qui infuse dans ce glossaire important. D'ailleurs, Claire, Isabella, Audre Lorde et Maya Him sont toutes les deux décédées dans les années 90. Maya Him a été traduite pour la première fois en 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022, en France. 2022, oui. Ouais, Blues en noir et blanc. Et Audre Lorde en 2017-2018 avec Sister Outsider. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps pour que ces autrices-là arrivent en français en France, du coup? C'est une question qu'on se pose encore, à laquelle on s'est trouvé face à ce questionnement-là avec Isabella, je pense, et avec les collègues, et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, que c'était impensable que des figures telles, si importantes, vraiment des figures de proue, de mouvements activistes, mais aussi littéraires, artistiques, qui ont inspiré tant d'artistes, soient si peu connus et restent méconnus encore des décennies plus tard. Donc ça a été un travail quelque part pionnier, mais en même temps essentiel. Et c'est en Suisse que Sister Outsiders, Amis, ont été traduits aux éditions Mama Mélis, qu'on salue aussi pour leur travail très important. Et on s'interroge vraiment pourquoi ça a pris 30 ans, ce transfert culturel, 50 ans pour Audre Lorde, ça paraît impensable. Oui, elles ne sont pas les seules à avoir attendu autant. Mais voilà, c'est important de le souligner, qu'en fait, il a fallu attendre autant. Et il faut espérer que ça continue quand même, que cette découverte qui commence à peine, parce que cette soirée, quand même, elle est extraordinaire. Il y en a pas... C'est la première fois qu'on les présente ensemble. Et il faut continuer. Claire, elle a fait déjà 2 livres d'Audre Lorde. Nous, on en a fait 2 aussi, et on devrait continuer. Mais Yaïm est morte beaucoup plus jeune, donc l'œuvre elle est beaucoup plus restreinte. Mais c'est un travail en fait qui mérite d'être accompagné, d'être continué et d'ouvrir d'autres portes. Et peut-être qu'enfin le moment est venu pour qu'on ouvre les yeux, les oreilles, le cœur. Au-delà du fait qu'elles soient toutes les deux noires, je pense que pour le frein de la publication en langue française, de la traduction en langue française, je pense que le fait que Audre Lorde soit lesbienne et le fait que Maya Him soit une adoptée transraciale n'a pas non plus aidé à une grande ouverture, voilà, tout simplement. En fait, mais c'est un frein de plus, en fait, tout simplement. Et la littérature mineure dans le sens de marge, voilà. Et puis intersectionnelle. Complètement. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans les lectures, mais c'est très accessible, en fait, les textes traduits en français. Comment est-ce que vous avez réussi justement à rendre toutes ces œuvres-là les plus faciles à lire, justement, et à comprendre aussi, surtout? Il faut dire que les textes de Maya Him, en tout cas, sont aussi très faciles à comprendre dans l'original, au sens où c'est extrêmement subtil. Chaque texte contient beaucoup de choses, mais il y a une forme d'immédiateté. Donc, je pense que c'est quelque chose qui distingue d'ailleurs un peu Maya Him et Audre Lorde, puisque Audre Lorde, dans ses essais, on a entendu l'essai « La poésie n'est pas un luxe », c'est aussi très, très immédiat, percutant. Et dans sa poésie, il y a quelque chose de beaucoup plus abondant. Ça passe par des métaphores. Moi, je l'éprouve à la lecture. On relit plutôt 2 fois un poème avant de complètement
tout saisir. Et chez Mayayim, c'est une poésie très... enfin, même, ça se voit visuellement, mais souvent, les vers, ils font juste 1 ou 2 mots. C'est très... c'est réduit au plus... Je sais pas... au plus concis. Et en même temps, chaque mot contient beaucoup. Et c'est ce qu'on a entendu. Donc, nous, pour essayer de rendre ça... c'était d'abord très difficile parce que c'est une manière d'écrire qui convient très bien à l'allemand, qui est très concise, une langue très concise, qui convient moins au français. Mais bon, ça c'est une question qui se pose tout le temps en traduction. Mais nous, en sachant que Mayayim avait à cœur que ce soit justement immédiatement compréhensible, c'est aussi Mayayim, elle vient du spoken word, donc bien avant de publier ses poèmes, elle les disait, elle les performait. Donc nous, en ayant tout ça en tête, on a eu une grande attention à l'oralité. On a la chance d'être 2, donc on s'est beaucoup récité, dit à voix haute nos traductions pour les polir jusqu'à ce que ça fonctionne. Et en même temps, sans jamais. L'idée, c'est que ça réduise quand même jamais la complexité et tout ce que contient l'allemand. Et donc c'est cet équilibre à trouver entre les moments où ça... Enfin, il faut garder les moments où ça rappe, où ça dérange en allemand, et en même temps garder les moments où c'est fluide et que tout ça fonctionne ensemble. Et j'ai trouvé là dans la lecture qui a été faite, et d'ailleurs c'était assez... c'est très très beau les choix de textes qu'ont fait Nantene Traoré et Marie-Sonia Condé, parce que ça se répondait, c'était vraiment, je voulais juste dire ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, ce dialogue, et donc elles ont fait un travail extraordinaire, mais aussi dans la diction de Marie-Sonia Condé. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont elle rendait ça, et je ne sais pas si nous, on a toujours réussi à le faire parfaitement dans la traduction, mais en tout cas, Marie-Sonia Condé a réussi, elle, dans la diction, à rendre ce double aspect de la langue qui dérange et qui n'est pas tout à fait la langue de la norme, et en même temps la langue qu'on comprend immédiatement quand même. Voilà. Et d'ailleurs, Mayayim, il y a des films où on la voit scander en fait sa poésie, et on voit comment elle joue dans toute la rythmique en fait de l'allemand, mais aussi dans les euphonies, dans les répétitions, les enfin je veux dire, il y a un film, si vous pouvez le voir, de Maria Binder qui s'appelle Hoffnung im Herz, le cœur qui espère, où il y a de longues minutes où on voit Mayayim intervenir dans différents contextes d'ailleurs, parce que parfois elle peut être invitée pour un meeting politique, évidemment elle détourne la contrainte parce qu'on l'attend comme activiste pour qu'elle fasse un discours, et évidemment elle fait un poème. Et il y a aussi un autre film qui s'appelle The Berlin Years, où on voit Audre Lorde et Mayayim ensemble dans des moments à la fois publics mais aussi très intimes autour de la table, de parler de ça, de ce que ça signifie, la poésie, l'oralité, le spoken word, l'immédiateté de la langue et non pas la barrière culturelle d'une culture entre guillemets haute. Elles ont désacralisé tout ça aussi, toutes les deux, comme 2 sorcières. Et je voulais rajouter sur ça que Mayayim, à un moment, justement dans ce film Hoffnung im Herz, le cœur qui espère, on lui demande quelles sont ses influences. Elle cite Audre Lorde, et elle dit que ce qui l'inspire chez Audre Lorde, c'est que Audre Lorde ne se cache pas derrière ses mots, qu'elle est ses mots, et qu'elle fait passer ça directement au public. Et je pense que c'est aussi très vrai pour la poésie de Mayayim. Donc c'est là aussi où elles se rejoignent, malgré leur style très différent. D'ailleurs, les ouvrages lus ce soir seront mis en vente, c'est ça, à la sortie de la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je vois rien du tout, donc ça va être compliqué. Bon, je crois pas. Et je voudrais dire aussi pour le montage
des textes, on n'était pas seul, et il y avait Quentin Véricel qui était très très précieux. Postface de Maï Heidi. Seul, je n'aurais jamais trouvé le chemin pour arriver jusqu'ici. J'en ai conscience. Beaucoup m'ont accompagné ou m'ont même porté. À travers l'amour, la rage et le courage, j'ai grandi. Je peux bouger librement, montrer des faiblesses, des larmes, rire. Je peux faire des blagues, oublier les erreurs, l'ignorance. Je peux discerner et faire face à la concurrence et l'envie. Pas toujours, mais toujours plus souvent. Partager la douleur et la joie sans toutes les personnes qui se tiennent, se sont tenues fidèlement à mes côtés. Toute seule, je n'aurais jamais parcouru ce chemin et serais encore moins arrivée jusqu'à toi, jusqu'à vous, jusqu'à moi. Pour la critique et la patience, l'optimisme et l'ennui, pour toutes les personnes qui se tiennent, se sont tenues un jour à mes côtés. Merci 1000 fois et une grosse bise. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à Lucie et Jean-Philippe aussi d'avoir répondu à mes questions. Merci à Claire et à Isabella qui est quelque part d'avoir participé aussi à cette discussion et merci pour ces traductions. Merci à vous, Christelle. C'est la Maison de la Poésie qui nous accueille.